Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, bonjour à vous. Nous allons vous parler de deux films, comme chaque semaine. L'Échange des princesses, qui est le deuxième long métrage de Marc Duguin, et de Tout l'argent du monde, qui est le 20e, 25e, 30e film de Ridley Scott. Et puis, on va vous donner quelques conseils pour vous agrémenter vos soirées. C'est Samuel Douer et moi-même. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Eh bien voilà, nous allons commencer par le premier film qu'on a choisi, à savoir L'Échange des princesses. Alors, nous sommes en 1721, Louis XV a 11 ans, il s'apprête à régner, et le régent, pour consolider la paix entre la France et l'Espagne, qui ont été très très longtemps en guerre, a une idée géniale de provoquer deux mariages. Alors, celui du futur, enfin de Louis XV, du futur Louis XV, qui commence à être Louis XV, avec une infante d'Espagne, toute petite, toute jeune, et puis en profitant, parce qu'il y a une assurance vaut mieux que deux, eh bien, il va marier sa propre fille avec le futur roi d'Espagne. On commence par regarder un extrait de la bande-annonce. Je ne veux pas y aller, monsieur. Vous irez. J'ai assez intrigué pour y parvenir. Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie. Alors, ce film, Samuel. Une bonne surprise parce que il y avait les premières images du film qui faisaient craindre un film en costume avec tous les inconvénients du film en costume, c'est-à-dire une reconstitution très soignée, très élégante, voire luxueuse, mais un peu empesée. Et moi, ma crainte, c'était ça, c'est-à-dire que la belle image l'emporte sur le récit. On était deux. Et en fait, alors on frôle parfois l'académisme, mais Duguin n'y tombe jamais, ce qui est quand même une belle réussite du film. Et en fait, le luxe apporté on se rend compte assez vite que le luxe apporté à la reconstitution, en fait, sert le propos du film. C'est-à-dire, c'est une vie de cour, de courtisan, où tout le monde est prisonnier des apparences et prisonnier de cet apparat, quoi. Et donc, le film montre très, très bien ça. Alors moi, je suis absolument comme toi, c'est-à-dire que le premier quart d'heure, je me suis dit, bon, alors on est bien parti pour le César de la meilleure photo. Ah oui, c'est splendide. La photo de Gilles Porte est absolument magnifique. On est très bien parti pour le César des meilleurs costumes. Ah, il y a de la broderie, il y a de la broderie, il y a de la tenture. Mais voilà, il y a tout ça. Et je me suis dit, à force, en effet, est-ce que ce ne sera pas que les Césars est-ce qu'on va arriver au César de la mise en scène? Alors, César de la mise en scène, peut-être pas, mais c'est vrai que ce que je trouve Marc Duguin réussit de plus en plus, c'est à nous montrer qu'en effet, de faire une prison de tout ça, et dans lequel il filme à la fois des courtisans, pervers, oui, un peu quand même. Une sorte d'homosexualité qui rôde autour du roi, qui la repousse, mais dans lequel il pourrait succomber. Bon. Et puis, la pureté. Des enfants. Ils n'auront pas d'enfance, mais ils ont quand même une petite part d'enfance encore en eux, et c'est bien ce que montre le film, d'ailleurs on les pousse à être adultes beaucoup trop tôt, ils n'ont pas forcément envie, et ils sont prisonniers des jeux des adultes. C'est ça qui est terrible dans le film, c'est-à-dire que le roi est un enfant, mais ce n'est pas un enfant roi, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il veut, il est prisonnier de ce que lui impose son oncle, le régent, et de l'autre côté, du côté espagnol, c'est pareil, quoi. Cette petite fille qui se retrouve à 4 ans, pour quitter sa mère, sa bonne, et qui se retrouve dans un pays totalement inconnu à devoir. En plus, elle y va de bonne volonté, elle est presque amoureuse de son futur époux. Mais elle est prend très son fière, rôle, elle prend son rôle très au sérieux. Et c'est ça qui est terrible. Alors, la petite fille qui est vraiment formidable, elle a trouvé une actrice géniale pour incarner ce petit bout de chou qui est vraiment... et qui, en plus, séduit tout le monde, tellement elle est gentille, tellement elle est agréable, tellement elle est gracieuse. Et il y a en parallèle la fille du régent qui, elle, est presque une ado d'aujourd'hui, quoi, très rebelle, et qui, elle, n'a pas du tout envie d'épouser le futur roi d'Espagne. Oui. Bon, quand on le voit, on la comprend un petit peu. Et qui, elle, résiste de toute son âme, de tout son corps contre cette union. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en effet, Marc Duguin dirige cette jeune comédienne-là, donc la fille du régent qui
qui pourrait devenir la reine d'Espagne, mais vraiment comme une gosse de banlieue d'aujourd'hui, quoi. Elle est insolente, elle est mal embouchée. Et alors que l'autre petite fille espagnole et alors ce qui est très intéressant, c'est le sentiment. Elle est presque amoureuse. Oui, du roi, oui. De son mari qui a 11 ans. Et lui éprouve, moi je trouve, un sentiment qui est pas loin de l'ambiguïté, parce que, en fait, cette petite fille lui a piqué en même temps l'affection de la seule femme qu'il ait vraiment éduquée, qui est sa gouvernante. Qui est sa gouvernante, et qui est devenue la gouvernante de la petite fille. Et donc il y a presque des rapports de jalousie entre ce jeune roi de 11 ans qui voit sa gouvernante devenir la gouvernante de sa femme, en quelque sorte. Et il y a une sorte de jeu pervers assez fort, je trouve. Oui, tout à fait. Et ça me parle d'autant mieux qu'il y a des très bons acteurs. Et donc la fameuse gouvernante, je vais dire un mot, parce que il y a une distribution vraiment très réussie, mais elle est vraiment un peu au-dessus. C'est Catherine Mouchet, qui est, alors, elle n'a que des seconds rôles dans le cinéma français, mais à chaque fois, quel que soit le registre, elle est formidable. Mais Catherine Mouchet, il faudrait vraiment lui rendre un jour un hommage, parce qu'elle a débuté il y a très longtemps dans le rôle principal du film d'Alain Cavalier, Thérèse. Et depuis, c'est vrai qu'elle n'a fait que des seconds rôles, mais par exemple, récemment encore dans le film d'Anne Fontaine, dans Marvin, elle était magnifique. C'est le premier ange gardien de Marvin, celle qui apprenait au tout jeune Marvin qu'il était peut-être doué pour autre chose que recevoir des coups. Et voilà. Et là, elle est absolument... C'est la figure maternelle et du jeune roi Louis, quand il a perdu toute sa famille décimée par la maladie, et qui est un peu son ange gardien et sa mère de substitution, et elle devient la nouvelle gouvernante de la jeune infante, qui est, pareil, toujours avec ce même sentiment maternel de protection. Mais sans que ça soit niais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment un rôle de... Voilà, c'est la bonté incarnée, mais sans aucune mièvrerie, quoi. Elle incarne ça vraiment avec... beaucoup d'élégance, de finesse. Et puis il faut dire aussi que la peinture de la cour, et surtout celle d'Espagne, est gratinée. C'était dans le roman, c'est adapté d'un roman, un très bon roman de Chantal Thomas, qui s'appelle pareil, L'échange des princesses, qui jouait encore un peu plus sur le côté un peu grotesque des situations. C'est un roman très documenté, puisqu'elle s'est beaucoup inspirée des mémoires du duc de Saint-Simon, qu'on voit dans le film d'ailleurs, c'était l'ambassadeur de France à la cour d'Espagne. Et effectivement, il y a une peinture du roi d'Espagne qui est joué par Lambert Wilson. Alors il en fait un peu beaucoup, mais en même temps le personnage est quand même assez gratiné, quoi, une espèce d'ancien grand guerrier tourmenté parce qu'il est persuadé d'avoir fait couler le sang. Alors brusquement, il se confie en religion d'une manière ridicule. Voilà, c'est ça. Il va dire qu'il a tellement honte, soi-disant honte, d'avoir provoqué des massacres sanglants qu'il devient une sorte de religieux forcené et ridicule. Complètement, oui. Et c'est vrai qu'il joue beaucoup, et Lambert Wilson joue beaucoup là-dessus. C'est vrai que son jeu peut un peu déstabiliser au début parce qu'il en fait beaucoup plus que les autres, mais en fait, c'est tout à fait logique. C'est un personnage vraiment plus grand que la vie, complètement, quoi, par rapport aux autres personnages. En tout cas, c'est plutôt une bonne surprise, comme tu l'as dit. Oui, voilà. C'est une histoire incroyable, parce que c'est une histoire, c'est authentique. Tout ce que raconte le film, plus ou moins, c'est vraiment passé. Et c'est une histoire folle, quoi, d'imaginer qu'on aurait réussi à faire la paix des deux pays en mariant des enfants. Ça s'est pas très bien terminé. Voilà, c'est ça. Mais ça s'est passé souvent. Là, il se trouve qu'on ne révélera pas la fin, mais ça ne se passe pas tout à fait comme le régent, qui sera mort, d'ailleurs, très vite après avoir eu cette mauvaise idée, si j'ose dire, mais ça ne sera pas tout à fait réalisé comme il le souhaitait. Donc ça s'appelle L'échange des princesses. Alors, Tout l'argent du monde, de Ridley Scott, on en a beaucoup parlé avant la sortie du film, pour une raison extra-cinématographique, c'est que le réalisateur, après un scandale sexuel qui a éclaboussé un de ses interprètes, Kevin Spacey, a décidé de l'évaporer du film. Oh oui, c'est le terme, oui. C'est-à-dire qu'il a retourné des séquences, avec des effets spéciaux, et donc ce n'est plus Kevin Spacey qui a un des rôles principaux de cette histoire, mais donc Christopher Plummer. Voilà, donc on a beaucoup parlé de ça, on va peut-être parler aussi. C'est donc l'histoire d'un fait divers, très célèbre, et on commence par regarder un extrait de la bande-annonce. Mr. Getty, your grandson. Miss Getty, we have your son. Is this some kind of joke? $17 million to release him. I don't have any money. Get it from your father-in-law. He has all the money in the world. What you need to live.
speaking. Mr. Getty's unavailable. I'm sorry, Miss Getty. I work for Mr. Getty. I'm gonna help you find your son. I'm not a real Getty. I just married one. I'm fighting an empire. We need to pay the ransom. They will do things to Paul that cannot be undone for any amount of money. Alors, Kevin Spacey ou pas Kevin Spacey, est-ce que le film est intéressant? Ridley Scott a des fans, on le sait, il a fait de très bons films, on le sait. Il est très mauvais aussi. Et il est très mauvais aussi, et celui-là, je crois quand même, on sera d'accord, malheureusement. Malheureusement, il est plutôt dans les mauvais de sa filmographie. Tu l'as dit, c'est un cinéaste quand même très, très inégal. Là, le problème du film, c'est que je pense qu'il a pris le sujet par le mauvais bout, quoi. C'est-à-dire que lui, il le traite vraiment comme un thriller, avec toutes les péripéties autour de l'enlèvement, les négociations de la rançon, libération ou pas. Et en fait, on s'en contrefou, quoi, parce que le plus intéressant du film, c'est plutôt ce personnage que jouait Kevin Spacey, que donc joue maintenant Christopher Plummer, le milliardaire américain, qui à l'époque était l'homme le plus riche du monde, voire l'homme le plus riche que la Terre ait jamais porté. Donc, et c'est ce personnage-là qui est fascinant, c'est-à-dire cet oncle Picsou, vraiment, pour qui ne veut pas lâcher un centime pour la libération de son petit-fils, alors que visiblement il a de l'affection pour lui, mais qu'en gros il a dit: j'ai 14 petits-enfants, si jamais je paye pour un, après on va m'enlever les 13 autres, il faudra que je paye de plus en plus. Voilà, c'est ce genre raisonnement. C'est pas idiot, c'est peut-être comme ça qu'il est devenu très riche, mais, il est resté, oui, mais voilà, et en fait, c'est ce personnage-là qui est fascinant, c'est pas ce qu'il y a autour, quoi. Mais en même temps, le personnage est fascinant si on en faisait un personnage un peu grandiose, une sorte de roi shakespearien emmuré dans son trésor. Mais là, en effet, tu as dit le mot, il le filme comme une espèce d'oncle Picsou. Non, je ne dépenserai pas un centime. Là. Et c'est vrai que Christopher Plummer le joue peut-être d'une manière un peu trop réaliste, là où... Alors, j'espère qu'on pourra voir un jour la version avec Kevin Spacey. Peut-être que Ridley Scott est tellement cynique qu'il serait capable de nous refourguer la version, une fois que le film aura eu un Oscar, de nous le remettre en bonus dans les DVD. Mais là, je pense que connaissant Kevin Spacey, il aurait sans doute joué, comme tu dis, dans un registre peut-être plus shakespearien, un peu grandiloquent. On a vu quelques images quand même. Alors, il n'avait pas vraiment l'âge du rôle, donc il a été vieilli de 30 ans pour les besoins du film. Le maquillage faisait un petit peu peur, quoi. Donc, je pense qu'il avait dû en jouer aussi dans son interprétation. Et là, je pense que ça aurait été effectivement un film un petit peu intéressant, un peu grotesque, quoi. Ce qui n'est pas du tout là. Là, il est vraiment au premier degré. En revanche, il y a un plan avec Christopher Plummer où il est censé avoir 40 ans. Et là, oui, là, c'est ridicule. Alors là, c'est ridicule, parce que là, quelle que soit l'admiration énorme qu'on porte à Christopher Plummer, quand il est censé avoir 40 ans dans une séquence du film très précise, là, il les a absolument pas. Non, il les a pas. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on ne croit pas à grand-chose dans cette histoire, et on se demande ce qui a poussé, parce que c'est pas un vrai thriller. Par exemple, la fin... En fait, quand il a romancé un petit peu cette vraie histoire, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire qu'il rajoute des péripéties dans les négociations, dans la libération. Et là, on se dit, c'est tous des crétins quand même, pour agir de la sorte. Enfin, il y a quelque chose... C'est bizarre. C'est très artificiel, les péripéties rajoutées au film. Donc, effectivement, même ça, il ne le réussit pas très bien, quoi. Donc, on sait même, ça dure 2h15 et on sent le temps passer. Alors, dernière petite chose, il y a quand même un Français, un Frenchie, dans l'histoire. Qui joue un Italien. Qui s'appelle Romain Duris, qu'on aime beaucoup. Et alors là, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, je pense qu'il faut lui accorder ça, qu'il l'a fait quand même exprès, mais c'est quand même le bonheur du film pour moi. On rigole bien. On rigole beaucoup, parce que c'est donc le complice du ravisseur, celui qui prend un peu le malheureux Paul Getty III, le jeune homme enlevé, un peu en amitié, c'est un peu... Et alors, il s'est fait une tête, ou on lui a fait une tête de héros de western spaghetti des années 60, mais pas des bons western spaghetti, des très mauvais, les ringards. Et il le joue avec... Donc il est basané, on lui a mis de la purée de pois, je sais pas pour le... Il transpire tout le temps. Il est couvert de chaînes, de bagues, etc. Puis il essaye de mener... Et alors le voir là, moi c'est un bonheur, parce que je m'ennuyais tellement. Et je me suis dit que je crois que le DVD avec ou sans Kevin Spacey, quand il paraîtra, je me l'achèterai. Et les soirs de cafard, je regarderai uniquement les scènes avec Romain Duris parce que je le trouve tellement épatant. Puis alors, il a un accent italien. Enfin, il parle l'anglais avec l'accent italien. C'est une belle performance là aussi. Non mais pour ceux qui aiment un peu se marrer quand il faut pas, c'est vrai, il est vraiment étonnant. Et bravo et merci parce que sans lui, quand même, le temps paraîtrait très long. Voilà, c'est le film de Ridley Scott ou ce qu'il en reste en quelque sorte.
Petit conseil. Alors, on commence par un DVD. Samuel, tu voudrais nous parler de... Alors, je voudrais vous parler de Matteo Falcone. Donc, c'est un des rares films réalisés par Éric Vuillard. Éric Vuillard, donc le dernier prix Goncourt, c'est un écrivain à la base, mais qui aime beaucoup le cinéma aussi, et qui donc a réalisé ce film en 2014. C'est l'adaptation d'une nouvelle de Prosper Mérimée, donc on reste dans la littérature, qui se passait en Corse. Alors lui, il l'a tourné dans les Cévennes, mais on retrouve un peu l'atmosphère de Mérimée avec... C'est l'histoire d'un... C'est l'histoire dans une période indéterminée, d'un fuyard qui se réfugie dans une maison. Il y a un petit garçon qui est là, qui le cache et qui va le trahir. Donc voilà, c'est ce que alors le style, quoi, c'est très contemplatif. C'est un film vraiment sur les sensations et qui est par rapport à la nouvelle. Là, c'est vraiment centré sur le point de vue de l'enfant. Donc il y a une atmosphère très impressionniste du point de vue de l'enfant et le style vraiment des paysages magnifiques, des très très longs plans. On pourrait dire que c'est un peu du Bruno Dumont sur la spiritualité. Je sais que tu n'aimes pas trop Bruno Dumont, mais là oui, enfin ça dépend. Les derniers, mais là, non. Voilà, le film en plus, voilà, elle mérite de pas être trop long parce que ça aurait pu... Effectivement, au bout ça dure 1h05. Je pense qu'il ne fallait pas une minute de plus, parce que le film est très sec comme ça. C'est concis, vraiment, c'est très bien. Alors, on savait qu'Éric Vuillard était un très très grand écrivain. Il se révèle un bon cinéaste. Voilà, donc c'est chez ESC Éditions le DVD. Alors moi, je ne sais pas si vous voyez ça, mais c'est un pavé. C'est très lourd. Oui, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Hein. C'est assez grand et ça s'appelle Cinéma de minuit. 40 ans, 2000 films. Patrick Brion, tous les cinéphiles ont regardé un jour ou l'autre, tous ceux qui sont devenus maintenant des cinéphiles ont regardé le cinéma de minuit, qui commençait à l'époque à 22h30, qui maintenant commence à minuit et demi. Oui, à peu près. À peu près. Et voilà, il a eu la bonne idée de recenser tous les cycles qu'il a fait depuis donc 40 ans. Alors ça commence par le premier cycle, et il aime bien le mot cycle, parce qu'il dit quand on voit un film au hasard d'un auteur, on le replace, on ne sait pas trop quoi en penser. Quand on en voit 5, 6, ou 7, 8 d'un même auteur ou d'un même acteur, on commence à trouver des ressemblances, des styles. Donc il tient absolument à faire des cycles. Le premier, c'était un cycle consacré à Greta Garbo dans les années 70. Le dernier, en 77, c'est, je crois, les visages 2017. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Curiosité italienne, le dernier en 2017. Ça continue encore. Ça continue. Ça continue. Gentiment, pas beaucoup, mais ça continue. Mais écoutez, ça, c'est vraiment une mine de souvenirs. Tout le monde va se retrouver en disant, mais oui, alors, il y a 2000 photos. Chaque film a son photo. Quand le film est passé plusieurs fois, sa petite notice. Quand il est passé plusieurs fois, il est recité avec... Bref, voilà, c'est très proustien, mais vous allez vous régaler avec ce cinéma de minuit de Patrick Brion. On continue avec un film à la télé. Alors, un film à la télé, c'est un de mes films de chevet, un film de Billy Wilder, c'est Ariane, avec Audrey Hepburn et Gary Cooper. Alors, ça passe sur OCS Géant ce jeudi 28 décembre à 22h20. Et je crois que vous pourrez le revoir sur OCS Go à la demande. Alors, c'est le film... Alors, Billy Wilder était un grand fan de Ernst Lubitsch. Et ça, c'est son film le plus Lubitschien. C'est là vraiment où il est... C'est presque aussi bien que du Lubitsch dans le... Il y a la Lubitsch-Stoche, c'est-à-dire qu'il parle des choses les plus vulgaires, c'est-à-dire l'argent et le sexe, avec une allégance de tous les plans. C'est quand même l'histoire d'une jeune ingénue qui passe pour une dévergondée auprès d'un millionnaire coureur de jupons qui pourrait avoir l'âge de son grand-père. Pour résumer, c'est à peu près ça. C'est délicieux de bout en bout. Ça se passe à Paris, en plus, avec la vision hollywoodienne très très romantique de Paris, mais en même temps avec le ton de Billy Wilder assez sarcastique sur les Français, la culture parisienne. C'est un enchantement, il y a des gags. Moi, il y a un gag que j'adore, c'est donc le millionnaire coureur de jupons qui, pour séduire les femmes, a toujours un orchestre de tziganes qui l'emmène partout où il va, y compris au hammam. Voilà. Et donc, c'est vraiment le running gag du film qui est absolument génial. Et puis voilà, et cette élégance dont je parlais, c'est le... Ariane que joue Audrey Hepburn, qui a rarement été aussi gracieuse, qui se trimballe toujours avec son violoncelle ou son contrebasse peut-être même, et qui est comme symbole de la virginité très très encombrante qu'elle aimerait bien perdre. Vraiment, ce film est un petit bijou qu'il faut vraiment voir et revoir. Alors, à propos de Patrick Brion, j'ai pas dit que ce cinéma de minuit magnifique était aux éditions Télémac. Et alors, je voudrais terminer par une rétrospective à la Cinémathèque française jusqu'au mi
10 janvier de l'URSS et les cinéastes. Alors évidemment, tel que c'est l'histoire, on va dire, oh là là, ça va être un tout petit peu embêtant, des films de propagande. Non, il y en a. Il y en a, oui. Il y en a même pas mal, mais on peut trouver des choses absolument magnifiques. Par exemple, il y a le film de Mark Donskoy qui s'appelle L'enfance de Gorky, que vous pouvez encore rattraper là très très vite. Dziga Vertov, les premiers essais de Dziga Vertov. Et puis, alors si vous voulez, il y a eu aussi des comédies russes qui ont très bien marché, surtout là-bas. Mais il y en a une que je vous conseille, le vendredi 29, vous avez encore le temps d'y aller, à 20h30, à la Cinémathèque. Il y a un film de Grégory Alexandrov qui s'appelle Volga, Volga, et qui est un peu l'équivalent de ce que pouvait faire René Clair chez nous, ou plus proche de nous, Philippe de Broca. Enfin, c'est plein de fantaisie, c'est drôle, ça chante, ça danse, c'est une vraie petite comédie musicale. Donc il y a des surprises dans ce cycle à la Cinémathèque, l'URSS et les cinéastes. Merci Samuel. Merci Pierre. Alors, petite semaine de vacances la semaine prochaine, on se retrouve le 10 janvier et on parlera dans cette émission du 10 janvier d'un film qui s'appelle Downsizing d'Alexander Payne et d'un film de Philippe Leguet qui s'appelle Normandie nue. Bonnes vacances à ceux qui en prennent et puis à très vite. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.